Vendredi 22 novembre 2019, une rencontre exceptionnelle avait lieu à la librairie Ombre Blanche avec les frères et photojournalistes Reza et Manocher Degati pour leur ouvrage Iran, rêves et dérives 1978-1985, publié aux éditions Ebec. Portrait intime d'une nation et récit documentaire unique sur l'un des événements majeurs du XXe siècle, la fin du régime dictatorial du Shah et la mise en place de la République islamique en 1978. Bonsoir, merci d'avoir patienté. C'est une journée un peu bricolée, mais c'est pas mal aussi de bricoler. Lorsque les éditions Ebec m'ont proposé d'accueillir Reza, c'était la veille de notre mise à l'imprimerie de notre dernier bulletin, celui dans lequel on est quand même arrivé à lui faire une petite place au tout dernier moment. Et puis surtout, il y avait des rencontres déjà prévues. Alors c'est curieux finalement parce que ce sont par hasard des personnes qui se connaissent presque. En tout cas, Olivier Weber connaît bien Ronnie Broman qui était à 16h ici pour parler de son dernier livre. Ronnie Broman qui est un des fondateurs de Médecins sans frontières. Olivier Weber a parlé de Kessel, puis il ignorait que juste après lui, il y aurait Reza qui parlerait lui aussi de l'Iran, de l'Afghanistan. Voilà, en tout cas surtout de l'Iran qu'il connaît bien. C'est un moment un peu, encore une fois, bricolé au dernier moment. En tout cas, je suis ravi de vous avoir avec nous. On ne savait pas trop ce qu'on allait faire, donc je vous ai dit tout à l'heure, vous allez parler de vos travaux au public qui vous aime et qui vous attend. Et le livre s'appelle Iran, rêves et dérives, 1978-1985. On va le mettre debout ici pour que le photographe de la dépêche puisse bien... Comment ? On va l'ouvrir pour que vous puissiez le montrer. Merci, à vous. Bonsoir, et comme vous avez entendu, il n'y a pas de hasard dans la vie, du tout. Et je crois énormément à ces moments inattendus et tout ce qui se passe dans la vie. Et donc, quelque part, notre vie est faite de ces moments indécisifs que moi, je suis venu ici à Toulouse cette fois-ci, après quelques années, et avant, pendant 3-4 ans, j'avais des projets ici, une exposition sur la promenade de la Garonne, et ensuite un grand projet de formation des jeunes dans le quartier de Mirail, avec l'aide des photographes toulousains, dont Florence Hatt, qui est ici, et Thomas aussi, qui faisait partie de l'équipe à l'époque. Et cette fois-ci, c'est une invitation de l'école agronome, l'école nationale d'agronomie, qui est à Hauzeville. Demain, ils ont un TEDx. Le TED, pour ceux qui ne connaissent pas, TED, c'est une forme de conférence mondialement connue depuis 30 ans maintenant, partout dans le monde, ça se fait, sur un format très bien précis. Et leur thème, c'est les change makers en anglais, enfin comme les gens qui changent le monde, ceux qui m'ont invité. Et en venant ici, comme il y avait le livre, l'éditeur il a dit je vais contacter Ombre Blanche. J'ai dit mais je connais Ombre Blanche, j'avais déjà signé un livre il y a quelques années déjà. C'était dans l'autre endroit. Vous voyez, et en arrivant ici, ce matin à l'hôtel, je tombe nez à nez devant Olivier Weber, qui est un ami de 30 ans, qu'on a fait plein de projets ensemble. On a fait 3 livres ensemble. On a voyagé en Afghanistan. Il a connu Massoud. Vous voyez. Et lui, il est pour autre chose. Mais après, il me dit, mais je suis venu pour aussi une conférence à Ombre Blanche. Je dis, mais c'est pas possible. Il y a des choses incroyables. Et juste en venant ici, je tombe sur le Ronnie Broman, c'est un ami de très longue date, qui est fondateur de Médecins sans frontières. Et lui aussi, il parlait ici. Donc, il y a des choses comme ça dans la vie que certainement vous
Ça vous était arrivé aussi de voir combien le hasard font des histoires incroyables. Et parmi ces décisions incroyables de hasard, c'est que ça correspond à ce livre, enfin le travail que j'ai fait sur l'Iran. En réalité, je suis venu à la photographie commencer à l'âge de 13 ans, par nécessité de pouvoir m'exprimer aux gens. Parce que je voyais que la langue ne suffit pas, il y a des choses que j'ai envie de dire. C'était évidemment en Iran, j'arrivais pas à dire, ou les gens ne comprenaient pas. Et je croyais qu'ils ne comprennent pas ou ils réagissent pas parce que j'arrive pas bien à m'exprimer. Je voyais des SDF, des fois, je voyais des enfants pieds nus, et ça me révoltait à l'âge de 8, 9, 10 ans. J'étais déjà révolté en voyant ça. Je disais, mais comment ça se fait? Pourquoi une telle injustice? Enfin, pourquoi ces gens, ils n'ont pas de chaussures, ces enfants? Pourquoi? Ils sont SDF. Et comme mes questions, les grandes, ils savaient, mais donc ils me répondaient pas. Ils répondaient d'une façon, bon, bah, c'est comme ça, ou quand tu seras grande, tu sauras pourquoi. Et je disais non, il faut faire quelque chose. Et c'est là où je me suis dit, peut-être si je photographie et je montre aux gens, ils comprendront les raisons pour lesquelles. Donc je suis venu à la photographie en apprenant toute seule, en autodidacte complètement, et en allant à l'université pendant 7 ans de faire l'architecture. Parce qu'il fallait aller à l'université, avoir un métier, comme on disait. Et pour moi, c'était ce qui était lié à l'art, ça m'intéressait énormément. Et l'architecture, c'était le summum de ce qui est dans l'art et l'ingénierie ensemble. Entre-temps, comme j'avais continué ce que je faisais avec la photographie, comme je vous dis, j'essayais de montrer aux gens, regardez comment ça se passe, regardez ce qu'ils font. À 16 ans, dans une ville en Iran, j'avais idée de faire un journal de lycée. Je ne connaissais pas d'autres lycées qui avaient des journaux ou des revues ou d'autres. Donc j'ai eu dans ma tête, je me suis dit, bah, je vais faire un journal et je vais raconter des histoires que je rencontre dans la rue. Surtout, un jour, une dame dans le marché des poissons local, qu'elle vendait des petites poissons pourris, et j'étais tellement presque choqué de voir comment une dame assise là, elle vend une poignée de poissons pourris. Je fais une première photo, c'était une des premières photos que je faisais dans la rue. Tout de suite, elle me dit, pourquoi tu me photographies? J'étais tétanisé. Je viens de sortir presque première photo dans la rue, enfin des gens, et hop, la question. Ben, ma réponse était, j'avais pas envie de dire que c'est les poissons pourris et ce que vous faites, vous voyez. Mais ce qui était vrai, c'est que j'ai dit, mais c'est votre vie m'intéresse, madame. Parce que j'avais envie de comprendre comment ça se fait qu'une dame, elle vend ça, elle vit avec, comment. Elle me dit, mon fils, assieds-toi, je vais raconter ma vie. Et ça, c'était presque la première photo dans la rue que je suis en train de faire. Vous voyez, c'est pas, quand on parlait des hasards, et je suis content qu'il a commencé parce que elle me raconte que son fils était pêcheur, qu'il a 5 enfants, que lui et elle aussi était dans la maison. Et un jour, le bateau de son fils pêcheur a échoué et il n'est jamais revenu. Donc c'est elle qui est maintenant... il faut qu'il prenne soin de ses enfants. Mais il me montre un policier, il dit, tu vois, cet policier, il faut que je lui donne la moitié de ce que je gagne, sinon il ne va pas me laisser ici. Moi, j'étais
première fois dans mon âge, à 16 ans, j'entendais ce mot qu'il faut donner l'argent à un policier pour faire ça. C'était parce que il faut savoir que dans le temps, quand on vit il y a 60, j'ai 67 ans, donc ça passait il y a 60 ans, ça. En Iran, le régime du Shah, où tout était contrôlé, les médias, les journaux, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas rien du tout. Les gens, ils n'étaient pas au courant de beaucoup de choses. Et on était sous une propagande totale. Donc pour nous, un policier, c'était le dieu, enfin le représentant du roi. Il fallait qu'il s'occupe de tout le monde. Et donc je me suis dit, cet homme, je vais écrire dans mon journal cette histoire. Et une des premières histoires que j'écris, c'est l'histoire de policier qui fait qui prend l'argent de cette femme, en me disant c'est génial. J'en ai fait 35 copies, et avec Polycopie et autres, et j'ai vendu pour vraiment même pas. C'était même pas l'histoire de vente, c'était un besoin que je sentais de faire ça. J'avais envie de faire ça. 3 jours après, je suis assis dans la classe, il y a 2 hommes très bien habillés et tout, qu'on ne connaissait pas, avec le directeur de police qui vient, directeur de l'école, dans la classe. Et nous, les élèves, on se lève comme normal. Mais ce qui était étrange, on le voit que notre directeur, qui était le directeur, toujours grand, il est presque devenu à moitié. Presque. Il tremble. Et devant ces deux types qui étaient derrière lui, vraiment étonné. Et le directeur, il vient vers moi, il dit, c'est lui. Il me montre. Donc les deux, ils me disent, venez avec nous. Moi, je ne savais pas. Enfin, je regarde le directeur, je regarde le prof, il dit, oui. Allez-y, allez-y. Et ils m'emmènent. Ils étaient rentrés dans le cours de l'école en voiture, une voiture superbe, joliment. Ils me mettent devant dans la voiture, il dit, venez avec nous. Bon, je ne sais pas ce qui se passe, mais comme le directeur et l'instituteur étaient d'accord, je dis, il y a quelque chose. Rentrés dans la voiture, ils me disent, c'est vous qui avez fait le journal L'Envol. Enfin, il s'appelle Parvaz en persan, ça veut dire l'envol. D'un seul coup, il y a eu une joie incroyable qui est venue dans moi. Je dis, à peine 3 jours après faire le journal, je suis devenu fameux. Ils ont venu me chercher. Je disais, qu'est-ce qui se passe? Et donc, et j'ai dit, oui, c'est moi. Ça vous a plu? Il dit, énormément. Vraiment, bravo. Vous avez fait tout seul. Il commence à me poser des questions. Et je dis, bah oui, tout seul. Le directeur, vous avez aidé? Je dis, non, pas du tout. Il n'était même pas au courant. Le prof, il vous a aidé? Non, personne. Monsieur, c'est moi tout seul qui a fait tout ça. Et finalement, on arrive, ils ouvrent une porte un grand bâtiment superbe que je ne connaissais pas dans cette ville. Et je vois, il y a quelques policiers, il y a aussi beaucoup de gens civils, mais tous bien habillés. Il me montre au premier étage et il me fait rentrer dans une grande bureau, presque aussi grande. Et je vois au fond un monsieur qui était à une grande table comme un directeur, il est assis. Et sur lui, il y a un très grand portrait du Shah d'Iran. Quand je vois ça, je dis super. Parce que je dis, il faut savoir que quand vous êtes constamment dans un pays où vous êtes sous une brainwashing, sous un lavage de cerveau, pour nous, le roi, comme on disait, c'était le représentant de Dieu sur la terre. C'était comme ça, quoi. Quand je le vois, je dis, super, bon, tout va bien. Ce monsieur aussi, il me pose la question. Bonjour mon fils, assieds-toi. Tu as fait le journal? Et je dis, oui monsieur, c'est moi. J'explique tout. Et il me demande, et cette policier? Je dis, génial, ça a eu un effet. Donc il me pose toutes les questions. Je ne sais pas qui est monsieur, je n'ose même pas poser dans sa position. Et après un moment, une fois qu'il a posé toutes les questions, très gentillesse et autres, je vois qu'il ouvre son tiroir et il sort presque tous mes journaux. Tout ce que j'avais fait, les 35, ils étaient dans son tiroir. Il les avait tous, quelque part, les agents secrets, ils avaient tous ramassés.
voyez, c'est... Et il vient vers moi, assis là, hop, je suis là. Et d'un seul coup, ce visage tellement, je dirais, qui m'accueillant, qui, avec plein d'intérêt, il devient un monstre. Il lève avec ces journaux et commence à me frapper. Mais qui t'a donné la permission de parler comme ça, d'expliquer sur la police? Tu sais même pas que ici c'est le pays de roi. Je dis bah oui monsieur, c'est pour ça que j'écris ça, c'est le pays. Mais tu n'as pas droit ici. Personne n'a droit de sortir un journal ou sans notre autorisation. Je dis monsieur, je vous connaissais pas. Mais il continue me frapper en disant maintenant tu me connais et tu n'oseras plus faire ce qui est le journalisme, ni écrire et tout, je te le dis, ne touche plus à ça. Ça, c'était le moment où mon enfance a basculé complètement dans une autre histoire, vers une autre incompréhension de comment ça se fait que moi, j'ai rien fait, je croyais que j'ai fait du bien et autres, mais en tout cas, le mal était fait. Ensuite, il a appelé les deux mecs de gardiens, dire sortez-le avec plein des insultes que pour moi, un jeune homme de 16 ans, entendre ces insultes contre sa mère, la famille et tout ça, c'était enrageant. Mais la peur aussi, ça m'a pris, je saigne du nez, ma chemise est déchirée et il me jette dehors avec des coups de pied en disant tu touches plus au journal, le papier ou autre. Je ne sais pas quoi faire parce qu'il avait dit que voilà, tu vas perdre tes parents. J'étais complètement déboussolé. J'arrive à la maison, tardivement. Ma mère, elle me dit qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu es en retard et qu'est-ce qu'il y a eu? Au début, j'avais peur de dire ce qui s'est passé. J'ai dit je me suis bagarré. Elle rit, elle dit mais je te connais, tu n'es pas un bagarreur. Tu fais pas de bagarre, qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi. Donc je raconte l'histoire et mon père arrive. Et là aussi, c'est des moments où la vie bascule. Voyez, mon père écoute bien ça. Je vois qu'il devient exactement comme le directeur de l'école. Il est devenu pâle, il tremble. Et pour la première fois, j'entends ce mot, Savak. Ah, ça doit être Savak, c'est le police secret du chat. Je dis, oui, mais je ne savais pas ce que c'est. Il dit, bah oui, c'est le Savak, c'est le bâtiment. On n'a même pas droit d'aller près de ce bâtiment et tout. Tu étais là, ils t'ont frappé. Il a pris de peur. Et ensuite, vous voyez, je pourrais être complètement quelqu'un d'autre selon les réactions de mes parents. J'attendais qu'ils me grondent, qu'ils disent, pourquoi tu as fait ça? La seule chose que mon père a fait, et c'était de se rapprocher de moi. On est à la maison, à l'intérieur de notre maison, en regardant autour, quelque part, pour me montrer qu'il faut faire attention quand on parle des choses différentes. Il me dit, mais tu aimes ce que tu fais? Je dis, bah oui. Et tu crois en ce que tu es en train de faire, que c'est bien publié? Non, mais autre, tu dis, bah oui. Il me dit, bon, bah, fais-le. Mais cette fois-ci, fais attention de ne pas t'attraper. Il aurait donné une gifle en disant, pourquoi tu as fait ça? Tu nous as mis en danger ou autre. J'étais devenu quelqu'un de différent. Non? Mais en faisant ça, elle m'a dit, oui, tu peux le faire. Ça m'a pris 3 ans, en continuant à faire des photos, en me disant, bon, comment je peux faire? J'ai envie de continuer, parce qu'il y avait aussi plein d'autres choses qui se passaient en Iran. Je grandissais, j'allais à l'université, je voyais plein de choses. Et j'invente une histoire, enfin quelque chose que c'était, je vais faire ces photos. J'avais créé une petite chambre noire chez moi. Et en cachette, même mes parents, cette fois-ci, je ne leur montrais pas. Parce que vous voyez ce que je veux dire? J'avais bien appris ce qu'il avait dit, de le faire que personne ne sache. Donc même mes parents, mon frère Manoucher, qui est 2 ans plus jeune que moi,
on a fait ce livre ensemble. Et mes sœurs, ils n'étaient pas au courant de ce que je faisais. Je tirais des photos de famille, et quand ils venaient rentrer dans le chambre noire, je montrais les photos, portraits des parents et autres. Mais en réalité, je tirais les photos de pauvreté, des gens pauvres. J'allais dans le quartier très, très non fréquentable de la ville pour photographier les gens par terre, les drogués. Et le tirage, le soir, je mettais sous ma chemise, je fermais bien, et j'allais dans la ville centre-ville, imaginez Place Capitole par exemple, ou l'université de Téhéran, et je regardais, il n'y avait personne, je placardais, j'écrivais en bas, regardez les gens, ils meurent de faim, ou les gens ils font comme ça. Et c'était les premières images que les gens ils voyaient de ces histoires. Parce que à partir d'un moment où vous êtes dans un pays où tout est contrôlé, tous les médias, tous les journaux, les télévisions sont contrôlés, vous ne voyez pas tout ça. Vous sortez de chez vous, vous allez de point A à point B, et après, il y a 4-5 endroits dans la ville que vous allez. Tout le monde est comme ça dans toutes les villes. Je sais pas comment. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous habitez à nord de la ville et que vous avez peut-être votre travail à côté ou tout ce que vous voulez faire dans la même région, vous vous rendez compte des fois que vous n'étiez même pas dans telle partie de la ville pendant des années. Vous vivez dans la même ville. Donc, ces tirages, ces photographies collées contre mur, qui était une des premières utilisations de l'image, de la photographie, comme un acte militant, ça commence à faire des bruits, les gens ils commencent à en parler, et personne ne sait qui le fait. La police, il vient, dès qu'il voit, il le déchire. Si les gens étaient en train de regarder, ils parlaient entre eux, ils disaient « tu as vu ça ?» Et moi, j'allais après comme comment dirais-je, comme juste quelqu'un qui arrive pour regarder, pour écouter aussi ce que les gens ils disaient. Et plus j'entendais ce que les gens ils disaient, plus ils m'encourageaient que je vais faire ça. Et en même temps, je faisais mes études d'architecture. Et finalement, à 22 ans, de nouveau, le SAVAK, il me trouve. Et là, cette fois-ci, c'était 3 ans de prison. 3 ans de prison, dont les premiers 5 mois en totale isolation et torture 24 heures sur 24, parce que il posait la même question que celle d'avant. Est-ce que tu as fait avec qui tout ça, ton appareil, apprentissage de la photo, coller tout ça pour un petit garçon, enfin un jeune comme toi, c'est pas toi qui l'as fait. Tu es certainement juste le color d'affiche d'une grande organisation. Il faut que tu nous montres qui sont les membres de cette organisation. Est-ce que c'est des étrangers qui donnent l'argent? J'avais beau à dire pendant 5 mois sur le torture que j'étais tout seul. J'ai eu cette idée, les photos, c'est moi qui l'ai fait. Il a fallu 5 mois pour qu'il finalement il accepte que OK. Et donc après, je passe devant un tribunal, acte subversif contre le monarchisme, et je suis condamné à 3 ans de prison. C'est le seul 3 moments dans ma vie, depuis l'âge de 16 ans, que j'ai mes premières photos, jusqu'à aujourd'hui, où je n'ai pas eu appareil photo. C'est le seul moment. Les 3 ans que j'étais en prison, je n'ai pas pu l'appareil photo. Il est toujours avec moi. Où que je passe, où que je vais, partout, je l'ai depuis ce moment-là. Mais je ne pensais pas devenir photographe professionnel. Après prison, je retourne finir mes études d'architecture. Je travaille comme architecte dans un très joli cabinet qui donne sur la rue principale de Téhéran, premier étage, et d'un seul coup, un jour, on entend les cris des manifestants dans la rue. Ça, c'était des choses inimaginables sous le régime du Shah, la police et tout ça, où tout était policé, de voir qu'il y a des gens qui sont dans la rue et manifestent contre le Shah. Tout le monde était presque effrayé. Enfin, moi, j'étais au fond de moi-même content. J'ai fait 3 ans de prison. Finalement, voilà ce qui se passe. Et tous les employés avec l'ingénieur et tous les gens qui étaient là, on revient devant la fenêtre, regarder ce qui se passe. Et il y a des étudiants qui manifestent.
Et à un moment, il y a l'armée et les polices qui arrivent de deux côtés. Ils commencent à tirer. Donc, tout le monde commence à fuir, se cacher, fuir et autres, comme dans le manifestant. Et là, je vois un étudiant qui a un appareil photo. Il y a 40 ans, enfin, pour avoir des appareils photo, c'était pas donné à tout le monde. C'était pas comme aujourd'hui, tout le monde sort son selfie au téléphone. Et cette étudiante qui faisait des photos en courant, en se cachant, ça m'a bouleversé parce que je me suis dit, oui, il se passe quelque chose dans les rues, il y a une manifestation qui commence. Moi, que je continue à faire des photos depuis des années, il faut que j'aille faire des photos. Mais j'avais beaucoup de travail au bureau. L'architecte, on devait dessiner plein de maisons et autres. Donc, je restais 3 heures devant cette fenêtre. Vraiment, quand tout le monde, après 10 minutes et autres, ils sont rentrés, et moi, je suis là, je regarde ce qui se passe, les ambulances viennent, les gens, ils sont partis. Ma réflexion, c'était, Reza, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas continuer à faire des photos, ou architecture, ou... pendant 3 heures, et le directeur, l'ingénieur, il avait dit aux autres, laissez-le, comme il a fait prison, peut-être il est choqué. On ne dit rien, il a vu les tirs et autres, laissez-le. Ils ne m'ont pas venu en disant, viens dans ton travail, qu'est-ce que tu fais là pendant 3 heures? Avant de partir, j'ai dit, est-ce que je peux prendre 3 jours? Ils me disent, non, enfin, raison, on a de travail, tu sais, il faut que tu finisses ça. J'ai dit, s'il te plaît, s'il vous plaît, hein, j'ai besoin de 3 jours de ne pas venir au travail. Et il dit, pourquoi, qu'est-ce que tu veux faire? Je dis, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je le savais. Je voulais aller dans la rue et faire des photos, des manifestations, et tout ce qui pourrait arriver. Ce 3 jours, donc, c'est devenu 4 jours. Les manifestations continuaient. Et 5e jour, je ne suis pas retourné. 6e jour, 7e jour. Ça fait 40 ans maintenant que je ne suis plus retourné dans mon travail de bureau. Et ils m'attendent encore, peut-être, je ne sais pas, il est un peu en retard. Il avait dit 3 jours. Mais finalement, de fil en aiguille, en faisant les photos de manifestation, tout ce qui s'est passé, comme aussi le fait que j'étais en prison, j'avais rencontré, on était 5000 prisonniers politiques, il y avait presque tous les grands poètes, tous les grands écrivains, les cinéastes, les peintres. Pour moi, c'était devenu le bonheur, c'était l'université de ma vie. Enfin, vous voyez, vous vous trouvez d'un seul coup avec le cinéaste de vos rêves, l'écrivain de vos rêves, le poète, tous ces gens, ils sont assis comme ça. Vous passez toute la journée, vous discutez, vous faites ce que vous voulez. Et donc, ce que j'avais appris là-bas et cette connaissance du terrain que j'avais acquis, ça m'a permis d'avancer, d'être toujours le premier quand il y avait des événements quelque part pendant les manifestations. Et comme la presse étrangère il venait en Iran pour couvrir ces événements, il me voyait aussi un jeune qui photographie, qui parle français, anglais, qui connaît tout, c'est tout, et il venait me poser la question. Alors Reza, toi qui sais tout, où est-ce qu'on doit aller demain? Je dis, demain, tu vas là-bas. Et ben, tous ces gens que j'ai rencontrés, il y avait Marc Ribou, il y avait Don McCollin, et il y avait Olivier Robot, enfin, tous les noms, le grand nombre de photographies que je ne connaissais pas, parce que je n'avais jamais eu accès à aucun livre photo, aucun magazine, je ne savais pas. Sauf que je voyais des gens qui disaient, ah tiens, aussi des photographes. Sauf que moi, j'avais un appareil photo, je faisais une photo tous les 3 minutes, parce que il fallait que tout soit parfait, qu'on regarde, et je voyais ces gens qui arrivent avec 3 appareils, et ils font se dire, mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous faites ça? Et finalement, j'ai compris pourquoi il fallait faire ça et pourquoi il faut avoir 3 appareils. Et de fil en aiguille, l'agence SIPA Presse à Paris, ils m'ont demandé de devenir leur correspondant. Et j'ai toujours que, enfin, vous savez, je suis architecte, je vais
Je fais quelques photos et après, je reviendrai peut-être. Ensuite, il y a le magazine américain New York qui me contacte, qui disent vous voulez devenir notre correspondante. Et c'était presque 3 semaines après que j'avais quitté mon travail d'architecte et je ne savais même pas ce que je vais faire, comment je vais gagner ma vie, comment je vais travailler. Et finalement, j'arrive à continuer à faire des photos, mais cette fois-ci, c'est le nouveau régime, le régime des mollahs qui s'installe. Et je sens tout de suite que tout ce qu'il disait, tout ce qu'il promettait, c'est pas vrai. Tout ce qu'il disait quand Khomeini était en France à Neaufle-le-Château, qu'il a envoyé ses messages et ses interviews en disant que quand je vais rentrer en Iran, à peine arrivé, je donnerai le gouvernement aux Iraniens, enfin aux gens qui savent comment gouverner. Je vais rentrer dans la mosquée. Que nous, les religions, on va rentrer dans les mosquées, qu'on n'a rien à voir avec le gouverneur ou d'autres, que, vous savez, ce Shah d'Iran avait autant d'argent, mais quand je vais être au pouvoir, l'eau va être gratuite, l'électricité va être gratuite, les bus, ils vont être gratuits. Tous les gens, les pauvres gens, ils disent, c'est génial, est-ce qu'il dit c'est mieux? Bah oui. Si tout est gratuit, bah oui, on vote pour lui, on va dans la rue pour le. C'est ce qu'on appelle le populisme le pur. C'est ce que nous, les Iraniens, on a vécu à 40 ans par ces mots de Khomeini qui promettaient tout, le meilleur au monde aux Iraniens. Très vite, moi, j'ai compris que c'était pas vrai. Très vite, j'ai vu qu'ils sont en train de vraiment mettre la main partout, prendre le pouvoir, attaquer les minorités, attaquer les Kurdes, les Baloutches, les Turkmènes. Enfin, c'était... c'est aussi le moment où j'ai compris la force et le pouvoir des médias et l'image. Parce que une seule personne comme moi, que j'arrivais à me faufiler dans toutes les zones interdites, quand le régime il voulait attaquer une région, il disait c'est interdit aux journalistes. Ok. Mais moi, j'avais fait la prison. Je connaissais tous les, je dirais, tous les chefs de tous les différentes partis d'opposition politique et autres. Et j'avais cette rage aussi. Depuis c'est l'âge de 13 ans que j'avais commencé de raconter l'histoire. Ce qui fait que les photos que je faisais ensuite envoyées à Paris ou à New York, d'un seul coup, c'était dans 20 000 journaux du monde. C'était la couverture des plus grands magazines du monde. Et le régime iranien, il commençait à se dire, mais il est en train de... Au revoir, Michel. Ciao, à bientôt, merci. Et donc, c'était devenu une personne contre le régime des mollahs et qui témoignait et en plus qui était en train de étaler le vrai visage de ces hommes, de ces religieux dans le monde entier. Et vous savez l'impact qu'il faut avoir, ça. Et c'est à ce moment où ils ont compris l'importance des médias. D'une part, ils ont commencé à fermer certains journaux, attaquer les journaux. Ils arrivaient, ils détruisaient tout, les gens, enfin les hooligans, on appelle ça, des hooligans, pro-régime, avec le slogan de Allah Akbar, enfin tout ça, il arrivait, il frappait tout le monde, il détruisait tout. Et j'ai su un jour qu'ils ont mis mon nom sur la liste des hommes à abattre. Même pas de fermer le journal. Moi, j'avais pas un bureau, je travaillais partout là. Enfin, je faisais des photos et j'envoyais à Paris. Donc, il avait mis, il faut l'abattre et c'est bon. Heureusement, j'ai eu des informations sur ça. Et donc, j'ai quitté l'Iran juste avec mon sac d'appareil photo, un petit sac avec vraiment une chemise et un pantalon, comme si on va passer un jour quelque part. Et ça, c'était 25 mars 81 que
Mais mes photos avaient déjà fait le tour du monde. J'étais déjà bien connu, j'étais bien accueilli par Jacques Lang, le ministre de Culture, plein d'autres gens qui connaissaient mon travail, qui savaient comment j'avais fait, qu'est-ce que j'avais fait. Mais Manoucher, mon frère, lui, il était en Italie quand je faisais mes études d'architecture. Il voulait faire du cinéma. Il a fait des études de cinéma à Rome. Quand il y a eu la Révolution, il est revenu en Iran pour aussi comme faire du cinéma. Enfin, il était étudiant de cinéma. Il a dit je vais faire des photos. Donc on a commencé tous les deux, au bout de quelques temps, enfin presque. C'est 7 mois après que j'avais commencé, il est me joindre. On travaillait tous les deux. Et comme il y avait plein de choses qui se passaient, quand on savait qu'il y a des émeutes ici et il y a une autre histoire là-bas, on disait, toi tu vas là-bas, moi je vais là-bas. Donc on arrivait à deux couvrir pas mal d'événements pour la presse mondiale, dont la prise d'otage américaine. J'étais le seul journaliste présent devant l'ambassade américaine quand les étudiants, ils ont sauté dedans et ils ont pris les diplomates, ils ont fermé leurs yeux et c'était la seule photo qui a fait le tour du monde. Ou plein d'autres histoires comme ça qu'on est arrivé à couvrir et de telle façon que toute la presse, il disait, c'est les deux frères qui dès qu'ils voulaient des photos, dès qu'ils voulaient des informations, c'était nous, ils venaient vers nous. Manoucher, il a pu rester jusqu'à 85 et il était obligé aussi, de même façon, quitter avec femme et enfants presque en 24 heures, en 85. Arrivé à Paris, il a continué à travailler pour Agence France Presse. Il est devenu directeur d'Agence France Presse pour Amérique centrale, ensuite directeur d'Agence France Presse pour tout le Moyen-Orient, basé à Ramallah, et après Jérusalem, et ensuite au Caire. Donc il a continué de travailler pour la presse. Moi, de mon côté, je suis plutôt allé vers le National Geographic et d'autres magazines comme ça à travailler. Donc chacun, il a continué son travail photographique différemment. Jusqu'à ce que ces dernières années, quand il y a eu l'histoire de Daesh et l'État islamique, je dirais, cette tragédie humaine qu'ils ont causée, ces gens-là. Et j'ai passé beaucoup de temps dans le Kurdistan irakien pour photographier le sort de ces hommes et de ces femmes. Surtout les Yazidis, les femmes Yazidis, comment ils étaient malmenés, comment elles étaient kidnappées, plusieurs milliers, enfin, par les gens de l'État islamique, Daesh, vendus sur la place publique dans les villes, violés, tout ça. Et plus je le voyais, plus je me disais, mais ils font exactement ce que Khomeini et ses hommes ils font en Iran depuis 40 ans. C'est la continuité de ça, c'est que le grain s'était mis par les mollahs iraniens, qui est maintenant répandu. Ils sont devenus Al-Qaïda, Daesh et plein d'autres choses. Donc, c'était ces réflexions qui nous a emmenés de dire, pourquoi ne pas faire un livre sur cette période de l'Iran pour expliquer ça, pour expliquer comment l'Iran était au temps du Shah d'Iran, les photographies que moi j'avais fait, comment la révolution est arrivée et comment petit à petit le pays est tombé dans le main de religion avec la guerre Iran-Irak, avec une grande partie aussi sur les Kurdes d'Iran, les Kurdes dont certainement vous avez suivi leur tragédie aussi. C'est une vraie tragédie, c'est un peuple qui vit une tragédie depuis 100 ans. Je peux vous dire, moi, ça fait 40 ans que je consacre beaucoup de temps à travailler avec et sur le thème kurde, parce qu'ils sont partagés en 4. Une partie en Iran, une partie en Turquie, une partie en Syrie, une partie en Irak. Et ça, il y a 100 ans, ils ont fait ça. Avant, ils se faisaient tous dans l'Empire ottoman. Et à la tombée de l'Empire ottoman, les Européens, ils ont venu, ils ont pris une règle, la carte du Moyen-Orient. Ils ont dit, on va créer des petits pays, comme ça, on sera tranquille. Donc, ils ont créé Liban, Jordan, Syrie, Koweït. Enfin, tout ça, c'était
créé, ça n'existait pas tout ça, c'était créé il y a 100 ans. Et pour les Kurdes, qui sont le plus grand peuple et les plus anciens du Moyen-Orient, les Kurdes avaient le premier empire. Avant l'empire perse, c'était l'empire kurde. Vous voyez ? Et donc, et dans leur courage, peut-être vous avez entendu parler de Salah-ed-Din, qui était le général kurde de temps de croisade. Et c'est celui qui a attaqué finalement Jérusalem et qui a mis à l'échec, après plusieurs centaines d'années, les croisés qui étaient en région, et il a repris de nouveau. Donc ça, c'était aussi un Kurde. Pour toutes ces raisons, les Européens, ils ont dit, pour le moment, on ne va pas créer un pays Kurdistan, parce que quand même, ces gens-là, on peut pas. Ils sont très forts, ils ont montré qu'ils peuvent être vraiment très fortes et prendre des décisions. On va les partager et donner à chaque partie un pays. Sauf que chacun de ces pays, il se trouvait avec les Kurdes qui disaient, mais nous, on est un peuple, on a notre langue, on a notre culture, on est ici bien avant vous. Et ça crée des tensions entre le gouvernement central qui existe encore. Les Turcs, ils massacrent, ils tuent, ils torturent les Kurdes depuis 100 ans. Les Iraniens, ils font la même chose. Les Irakiens, rien que Saddam Hussein, dans une opération, il a tué 180 000 Kurdes. Vous voyez ce que je veux dire ? 180 000 hommes, femmes étaient tués par Saddam Hussein, les Kurdes. La Syrie, la même chose. Donc, et République islamique, c'était le premier qui a vraiment attaqué les Kurdes en commettant des massacres. Et j'étais presque le seul photographe qui a pu photographier ça et envoyer à l'étranger d'un seul coup. Toute la presse mondiale, ils publient ces photos qui sont aussi dans le livre. Et ça, c'était le dernier goutte que les régimes iraniens, ils ont vraiment décidé de me faire tuer, c'était ces images, ces photographies. Donc, quand j'ai vu ce qui s'est passé avec Daesh, je voulais que le monde y comprenne quelle est l'origine et d'où vient. Et tout ça, c'est lié à partir du moment où on mélange de religion et l'État. Cette laïcité qu'on a ici, cette séparation de religion, l'État qu'on a ici, on n'a pas acquis, comme vous le savez mieux que moi, gratuitement. Il y a eu aussi beaucoup je dirais, des siècles de guerres, de batailles, pour arriver à ça, pour arriver à créer cette idée qui est séparation de l'État et la religion, chacun de son côté. Et il faut le garder parce que ça, c'est un exemple de si on met les religions petit à petit, de mettre leurs mains dans le pouvoir. Voilà ce qui se passe, ce qui s'est passé en Iran. Parce que ce qui se passe dans les prisons en Iran maintenant, presque dans aucune prison du monde, les gens ils sont maltraités et torturés autant. Aucune prison au monde aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que les tortionnaires, avant de commencer, ils vont lire quelques lignes de Coran. Ils font ça comme un devoir religieux. Ils font ça comme si c'était un devoir lié à Dieu. C'est ce qui s'est passé en Inquisition ici. Vous voyez, il y a 5 siècles. Et c'est exactement pour cette raison que nous avons voulu faire ce livre. D'une part, pour raconter l'histoire, pour témoigner l'histoire de ce qui s'est passé il y a 40 ans, mais d'autre part, c'était aussi de dire combien c'est important de garder cette séparation qui est entre l'État et l'Église, enfin, ou la mosquée, ou synagogue, enfin, tout ce qu'on peut dire. Religion, en Inde, aujourd'hui, on a encore les hindous, les fondamentalistes qui ont pris le pouvoir.
En Iran, on a ça. Dans d'autres pays, Israël, il vient de déclarer que c'est un pays seulement pour les Juifs et pas pour les autres. Et ça ne peut pas aller. C'est à partir du moment où on mélange la religion et la gouvernance, c'est le désastre total. Et c'est une des raisons pour lesquelles, pour donner ça aussi, que nous avons fait ce livre. Je pourrais en dire beaucoup, mais je crois que je vous remercie déjà de votre temps et vrai plaisir de vous rencontrer. Je ne vais pas prendre plus votre temps, mais avoir une monologue, si vous permettez, si vous avez envie, on peut changer ça comme un dialogue entre nous. Et si je peux vous répondre à questionnement, à d'autres, je suis ravi de passer ce moment avec vous. Merci beaucoup. Merci de votre présence. Et si vous avez des questions... Bonjour, vous êtes tout seul? Oui, moi, je suis tout seul. Manoucher, mon frère, il est dans le sud d'Italie. Il vit là-bas et il n'a pas pu venir. Il n'a pas pu venir. Rachel aussi. Oui, Rachel, il s'occupe de voir exactement. Rachel, mon épouse, qui est écrivain. Nous avons fait 32 livres ensemble. Et donc ça, c'est une dernière, écrit. Et Manoucher, mon frère aussi. Donc ça, c'est vraiment comme à l'époque, dans l'ancien temps, ici aussi, en Occident, c'était la même chose. En Orient, c'est toujours continu. Les artistes sont en famille, je ne sais pas pourquoi. Maintenant, c'est plus ici, mais quand on lit les histoires des grands artistes anciens, on voit aussi que c'était toute une famille qui était artiste et qui passait d'un à l'autre. En Iran, on est encore ça. Donc, il y a mon frère, il y a moi, il y a ma nièce qui est photographe, un autre neveu qui est web designer, qui fait Rachel est écrivaine. On a notre fille qui est à l'école de Louvre, histoire de l'art. Enfin, vous voyez, notre fils, il veut faire du cinéma. Donc, ça reste toujours en famille. Parce que des fois, la vie d'artiste est dure et il faut que la famille se soutienne aussi. Parce qu'il y a aussi cette raison. Merci. Encore de votre temps. C'est un grand plaisir. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Vous avez pu écouter une rencontre avec Reza et Manoucher Degati pour leur ouvrage Iran, rêves et dérives, 1978-1985, édition Ubec, à la librairie Ombre Blanche, vendredi 22 novembre 2019.